Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je remercie le comité qui a organisé cette journée, en particulier, bien sûr, Dominique, de m'avoir permis de vous présenter aujourd'hui une partie un petit peu différente et qui va vous expliquer finalement ce qu'on est capable de faire dans les laboratoires spécialisés en toxicologie aujourd'hui. Donc, là, le titre, qui n'avait pas été choisi par moi, tout dosé chez l'intoxiqué, inspiré par les cheveux, et je vais essayer de vous répondre. Alors, j'ai envie de vous répondre pour avoir une note vraiment positive dès le départ, dire bien sûr, on sait tout faire, on va tout doser. Et puis, vous allez voir que je vais être obligée quand même de nuancer un petit peu mes propos au fur et à mesure. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir tout doser, toutes les anciennes drogues, les drogues classiques, tout ce qui est médicaments, en particulier les psychoactifs et les cardiotropes, mais également aujourd'hui et depuis maintenant plus de 10 ans, de pouvoir identifier et doser les nouvelles drogues de synthèse. Alors oui, on y arrive, oui, on s'améliore. Pourquoi? On s'améliore parce qu'on a la chance depuis une dizaine d'années dans nos laboratoires de pouvoir s'équiper de plus en plus de haute technologie, c'est ce qu'on appelle, et même Bruno Megarban l'a cité tout à l'heure, les technologies de haute résolution, on va en parler un petit peu. Et grâce à ces technologies qu'on a dans nos laboratoires, on va pouvoir même optimiser et prévoir de changer nos façons de travailler, de changer par notamment l'utilisation de micro-échantillonnage, et je vais vous montrer quelques applications. Et grâce à ces techniques également, on peut aujourd'hui beaucoup plus facilement travailler sur ce qu'on appelle les matrices alternatives, c'est-à-dire on travaille classiquement, bien évidemment, sur le sang et l'urine, qui sont nos deux matrices de prédilection, surtout en clinique, mais on a également des ouvertures et des possibilités sur les matrices alternatives. Je vais faire vraiment un rappel très, très succinct de l'intérêt de la haute résolution dans nos laboratoires par rapport à la toxicologie. La haute résolution, alors on entend parler de temps de vol, on entend parler d'orbitrap, tout ça c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons un mélange, imaginons un prélèvement dans lequel vous avez plusieurs molécules. On a vu qu'on a très souvent des polyintoxications. On a par exemple, comme dans le schéma ici, un mélange avec 3 molécules. Ces 3 molécules, si elles ont des masses qui sont très très proches, elles ne vont pouvoir être séparées que sur des méthodes de haute résolution, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir résolutif qui permet de séparer des masses aussi proches que, par exemple, 249,07 et 249,05. Donc ça, un appareil de haute résolution va pouvoir le séparer, alors qu'un appareil de spectrométrie classique de masse ne pourra pas identifier de façon formelle ces 3 molécules. L'intérêt donc de cette haute résolution, c'est de pouvoir améliorer la spécificité, séparer éventuellement des métabolites qui sont très proches, séparer des isomères qui sont très proches et pouvoir augmenter le nombre d'analytes que l'on peut identifier dans un même prélèvement biologique. Et en plus, à côté de cette spécificité très améliorée, une sensibilité remarquable sur ce type de machine qui va pouvoir donc permettre d'aller chercher des concentrations de plus en plus faibles. Je vous montre un exemple, c'est l'exemple que l'on utilise par exemple nous dans notre laboratoire. On fait du screening, oui, c'était pour répondre à une des questions tout à l'heure, on fait du screening en haute résolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une bibliothèque, avec plus de 1400 composés, qui comprend aussi bien des drogues classiques, des médicaments ou des toxines de l'environnement, ainsi que certaines nouvelles drogues de synthèse, on en parlera tout à l'heure. Et grâce à cette bibliothèque et grâce à certains critères spécifiques que sont le temps de rétention, que sont le spectre de masse spécifique, le spectre isotopique des molécules, on identifie de façon formelle toutes les molécules qui se trouvent dans un échantillon. Vous voyez ici sur la diapositive à droite, donc par exemple un échantillon où on retrouve une dizaine de molécules parfaitement identifiées selon les critères que je viens d'évoquer. Donc ça, c'est un excellent outil, c'est un outil remarquable sur un nombre de molécules très important, avec une sensibilité très importante et qui est employé à l'heure actuelle. Je vous montre par exemple ce cas que l'on a reçu au laboratoire il y a quelques mois. En fait, on avait été orienté dès le départ. C'était une personne, un homme qui avait été retrouvé dans le coma par sa femme tenait une officine. À côté du corps, il y avait donc une bouteille qui était vide
Et de suite, la femme a suspecté, au regard de la forme de la bouteille, une intoxication à l'arsenic. Donc, on a reçu en urgence ces prélèvements. On s'est bien sûr orienté tout de suite, faire une analyse élémentaire avec identification éventuellement de l'arsenic et autres molécules. Tout était négatif. En parallèle, heureusement, on avait fait ce screening de haute technologie dont je viens de vous parler. Et là, on identifiait tout de suite les raisons et la cause, en fait, de son état clinique. C'était une intoxication massive au diazépam qui était de suite identifiée et quantifiée par cette méthode, parce qu'on peut également immédiatement faire du dosage en plus du screening avec de ce type de méthode sur certaines molécules. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on pouvait donc mettre en évidence les trois métabolites du diazépam, qui sont le nordiazépam, l'oxa et le TMA, avec une quantification de ces métabolites permettant donc une mesure de l'imprégnation de la toxicité. Alors, on a de la haute résolution, une évolution remarquable depuis une dizaine d'années par rapport à cette technologie. Ben, ça nous a permis d'avancer. Ça nous a permis d'avancer notamment sur ce qu'on appelle l'échantillonnage. Il faut savoir que quand on vous demande des prélèvements, on vous demande des prélèvements de sang et d'urine, on vous demande de bien remplir les tubes, on vous demande d'avoir un poids urine qui est bien plein. Oui, c'est vrai qu'on vous demande ça parce qu'on a besoin de volume de matrice pour faire des screenings, pour faire des dosages. Peut-être qu'un jour, on vous en demandera moins. Pourquoi? On a imaginé, en fait, comparer et se servant, en fait, de l'expérience qu'on a depuis des années sur les tests de Guthrie, permettant d'identifier donc les maladies rares chez le jeune enfant. On a imaginé pouvoir dériver, utiliser ce test pour faire également de la toxicologie. Alors, l'avantage de pouvoir utiliser ce spot de sang séché, c'est que c'est facile en termes, c'est beaucoup moins invasif que des prélèvements, beaucoup moins de risques de contamination et surtout de grande facilité par rapport au transport de ces prélèvements et à la conservation. Vous n'avez pas besoin de frigo, vous gardez ça dans une enveloppe, ça peut passer par la poste. On peut donc imaginer avoir notamment faire des dosages, par exemple, en utilisant la poste et les jours, plusieurs jours de conservation à température ambiante. Gros intérêt et qui nous pousse également à aller vers ce type de micro-échantillonnage, c'est le volume, des très faibles volumes permettant d'envisager notamment des études chez le jeune enfant, des études cinétiques, permettant d'envisager des études sur des modèles animaux. On va le voir dans un exemple juste après. Après, problème, on est sur un micro-échantillonnage, on est sur une goutte de sang séché. Vous voyez sur la photo à droite de l'écran, la goutte elle est mal formée, pas toujours bien formée. On ne maîtrise pas le volume alors qu'on est sur des volumes très faibles. Donc forcément, si on ne maîtrise pas le volume, on va moins bien maîtriser le dosage, ce qui est quand même important en toxicologie. Pour pallier à ça, évolution qui date maintenant d'il y a moins de 5 ans, c'est les systèmes VALS. Système VALS, en fait, c'est des systèmes volumétriques où il y a une parfaite maîtrise du volume de la goutte de sang séché. Et là, on arrive vraiment à la solution, je pense, qui va nous permettre d'étudier, d'utiliser ces systèmes pour faire de l'analyse toxicologique. D'ailleurs, les références dans PubMed le montrent, on a vraiment une expansion du nombre de publications par rapport à ces systèmes. Alors, je vous en ai mis deux pour, voilà, je n'ai pas d'intérêt à vous en présenter un plus que l'autre. C'est le système EMAPEN qui permet simultanément de faire 4 micro-gouttes et 4 micro-échantillonnages avec quand même un volume de 2,75 microlitres. Je vous rappelle que minimum, nous, on travaille sur 200 à 300 microlitres de plasma à l'heure actuelle pour faire, par exemple, un screening. Là, on est à 2,75, donc on est 100 fois moins. Du micro-échantillonnage du système Mitra que vous voyez à droite sur des volumes un peu plus importants, mais également très, très faibles. Et l'intérêt, vraiment, c'est la maîtrise du volume. Donc, la maîtrise du dosage derrière, la possibilité d'augmenter en fait le nombre de points, le nombre de prélèvements, surtout sur des études cinétiques, par tout simplement le fait qu'on prélève très peu de sang chaque fois. L'inconvénient, c'est comme toute technologie, alors on n'est pas dans les sommes dont on parlait tout à l'heure, mais ça coûte cher, ça coûte beaucoup plus cher qu'un prélèvement classique. Et évidemment, ça paraît assez logique, on est sur des volumes beaucoup plus faibles, donc il va falloir être très sensible derrière et avoir une technologie très sensible pour permettre de faire le dosage.
Alors, deux types d'applications sur ces systèmes de DBS. La première, dans le cadre d'une étude de la thèse de Marie Allard dans notre unité INSERM, on fait des études de cinétique sur du modèle animal. Donc, ce système a été validé par notre équipe sur le modèle animal permettant de faire des prélèvements avec un système Mitra sur un cathé qui a été posé sur le modèle rat, sur la queue du rat, tout ça en comparaison avec des prélèvements classiques. L'intérêt sur ces études cinétiques, c'est finalement de pouvoir multiplier le nombre de points, vous voyez à droite sur la diapositive, avec notamment un nombre de points beaucoup plus important sur la première partie de cinétique, qui est toujours notre partie un petit peu délicate parce que c'est la partie absorption qui est beaucoup plus courte. Donc ça, ce sont les premiers résultats qui ont été obtenus dans le cadre de cette étude, qui montrent qu'il y a donc une excellente corrélation avec tous les types de prélèvements, qui montrent qu'en fait, le système Mitra peut être tout à fait utilisé, notamment sur la queue du rat pour faire des études cinétiques. Donc, on a pas mal de projets avec l'équipe sur ça. On a pas mal de projets en termes de l'utilisation de ces cinétiques, notamment pour le baclofen, pour mieux étudier la partie absorption, mais également sur une transposition avec plein d'autres médicaments. Là, on essaie de le faire notamment avec la prégabaline. Et l'intérêt également de ce système, c'est en parallèle de pouvoir, par exemple, étudier et doser sur les mêmes points, les mêmes systèmes Mitra, les neurotransmetteurs, et en l'occurrence, par exemple, ici, la concentration en GABA pour ces études de cinétique. Alors, à côté de ce modèle animal, on est également en train de développer ce screening. Là, on est dans le cadre du développement recherche sur des patients. On a également la thèse d'un futur doctorant sénégalais encadré par Bonomé Garban et par Pascal Ouzé, qui en fait étudie sur des prélèvements Mitra au Sénégal. Donc, il a fait des prélèvements, il est revenu avec sa petite valise, et une centaine de prélèvements sur des patients consommateurs de drogue en addictologie. Et les premiers résultats sont vraiment très encourageants, puisque sur des comparaisons que l'on fait avec des prélèvements classiques et ces prélèvements sur Mitra, on s'aperçoit qu'on retrouve absolument toutes les molécules. Vous voyez ici, vous avez mis deux patients qui ont été sélectionnés. On retrouve toutes les molécules, et même de façon très étonnante, le Mitra, parce que c'est les Mitra, c'est les histogrammes en vert, permet de concentrer l'échantillon, et on a même des résultats meilleurs en Mitra que sur un prélèvement classique. Donc, ça, ce sont des premiers résultats très encourageants que l'on continue à valider. On a des nouvelles technologies, on fait du micro-échantillonnage, ça nous permet également de travailler sur des matrices alternatives. Alors, quel est l'intérêt de travailler sur ces matrices? Vous connaissez tous l'utilisation notamment du cheveu. Ça fait quand même un certain temps que la toxicologie s'est développée sur l'analyse du cheveu, mais actuellement et plus récemment, on travaille également sur les dépistages et sur l'utilisation des salives, sur l'utilisation des ongles de pied, des ongles de main, et en particulier des ongles de pied, qui sont plus protégés en fait d'une pollution potentielle environnementale. Donc, l'intérêt de toutes ces matrices, c'est de modifier les fenêtres de détection, de les augmenter. Vous voyez le petit graphique qui montre tout simplement que, ça vous le savez, on a une fenêtre de détection qui est beaucoup plus importante quand on utilise de l'urine. C'est pour ça qu'on associe toujours sur les bilans en toxicologie clinique l'urine et le sang. Mais en plus, dans certaines situations, dans certains cas, notamment d'addiction, il peut être tout à fait intéressant d'associer des matrices alternatives à une fenêtre de détection plus importante. Alors, le cheveu, un bref rappel, c'est non invasif, c'est facile à prélever, ça fait pas mal. Et c'est ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en fait, c'est une conservation qui est très facile. Vous faites, même à titre conservatoire, un prélèvement de cheveux, vous mettez dans une enveloppe, vous gardez ça sur votre bureau 10 ans, vous l'envoyez après au laboratoire, on retrouvera de la même façon tout ce qu'il y a dans les cheveux. Les seuls conseils, c'est le laisser dans un endroit sec, l'orienter si vous pouvez, de façon à ce que si on fait une segmentation, on puisse de façon rétrospective et chronologiquement identifier dans chaque segment potentiellement les consommations de substances ou de drogues sur un temps donné.
Donc vraiment, le cheveu a un intérêt rétrospectif très important et beaucoup plus important que, dans ce cas-là, le sang et l'urine sur les patients. Alors, je vais vous montrer 2 cas choisis un petit peu volontairement pour vous montrer quand même l'ambiguïté de l'analyse de cheveux, parce que c'est bien beau de dire on va prélever du cheveu, prélever du cheveu, ça va donner toutes les solutions, toutes les explications. Ce n'est pas forcément vrai. Ça amène des informations, il faut savoir les interpréter, il faut faire attention. Donc, le premier cas qui a été proposé, c'est celui d'une jeune femme qui arrive donc sans histoire de consommation de drogue. Elle a consommé simplement, volontairement, pour un traitement pendant 2 ou 3 semaines, 10 à 30 gouttes de CBD. Et puis, après 2 mois d'utilisation, en fait, elle a symptômes d'hypermésis, de douleur abdominale et de nausées qui l'amènent, 1 mois après avoir stoppé le traitement, à consulter au centre antipoison de Paris pour essayer d'expliquer ce qui se passe. On lui conseille de ramener évidemment son huile qui était vendue soi-disant pour être du CBD. C'est très classique. Il y avait bien évidemment du cannabidiol dans l'huile, mais il y avait également présence de DHC, une concentration certes faible, mais présente et au moins non mentionnée au niveau de l'huile. Et on lui conseille également de faire un prélèvement capillaire, ce qui est réalisé. Et les résultats du prélèvement capillaire après segmentation montrent bien évidemment des concentrations en CBD sur tous les segments, mais également la présence de THC sur tous les segments, certes à une concentration plus faible que dans une consommation usuelle, je dirais, de THC, mais présence quand même de cette concentration qui permettait d'étayer un petit peu le syndrome d'hyperémesis qui avait été identifié chez cette personne, même si les concentrations étaient beaucoup plus basses. Dans ce cas, ce qui est intéressant finalement, c'est de montrer que le cheveu là, apporte confirmation qu'il y a eu consommation chronique régulière de cette huile, qu'il y a également du CBD et du THC chez cette personne qui a été imprégnée pendant plusieurs semaines et qui vont peut-être aider à identifier la clinique du patient. Alors, cet autre cas qui me semble également très intéressant, même si on passe là dans un domaine plutôt médico-légal, c'est un cas qui m'a été proposé par l'équipe de Pascal Kins de Strasbourg, qui est vraiment pionnier sur l'analyse du cheveu. Dans un cas médico-légal, ils ont donc identifié du furosémide à une concentration de 12 nano-ml qui est assez faible, avec pas de furosémide dans son traitement, pardon. Donc, à ce moment-là, l'enquête a demandé une analyse de cheveux pour essayer de compléter, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait. Le furosémide n'avait jamais été dosé dans le cheveu. Donc, cette équipe qui est très performante sur l'analyse du cheveu dit que cela me tienne. On développe une méthode, on dose et on trouve une concentration qui semble assez élevée à 225 picogrammes par milligramme. Et là, qu'est-ce qu'on fait de cette concentration? Il n'y a pas de données dans la littérature. Donc, comme c'est une équipe qui est assez dynamique, il n'y a pas de souci. Il y a un de leurs collaborateurs qui consent à prendre un comprimé de furosémide, qui consent à se faire prélever 15 jours après pour une analyse de cheveux. Et là, rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien dans le cheveu. Deuxième étude, ils disent on ne va pas en rester là. Est-ce que le furosémide passe dans les cheveux? Il ne passe pas. Comment on va pouvoir expliquer ça? Ils prennent une cohorte de patients qui sont traités sous furosémide. Ils mesurent les concentrations, des concentrations très variables entre 5 et 1110 picogrammes par milligramme. Et là, ils essaient de faire une relation, bien sûr, de regarder un peu les doses administrées chez ces patients. Et là, surprise, absolument aucune corrélation entre la dose et la concentration qu'on trouve dans le cheveu. Donc, je trouve que ce cas est intéressant parce que ça montre que très souvent, on n'a pas de référence. Donc, ça, c'est la première conclusion. Deuxièmement, même si on a des références ou des études, on ne peut pas forcément relier ça à la dose. Là, on pouvait juste dire par rapport à cette concentration de 225 que oui, le patient, cette personne décédée avait une concentration dans les cheveux, donc avait pris certainement du furosémide de façon chronique, mais on ne pouvait pas mettre en évidence le niveau d'imprégnation de ce patient.
On passe à la salive. Là, on évolue un petit peu. Pourquoi on évolue aujourd'hui vers la salive? C'est finalement la conduite automobile qui nous force à travailler dessus, puisque vous le savez que maintenant, quand vous êtes arrêté dans le cas d'un accident ou dans un cas de contrôle de stupéfiants dans la route, on vous fait un prélèvement salivaire. Il y a une équipe de Lille qui a beaucoup travaillé dessus, notamment le docteur Gaulier, et qui a montré qu'à partir des petits systèmes utilisés par la police, c'était des micro-tampons, un peu à l'image du DBS avec le sang, mais là, on est sur la salive, donc on est sur le DSS. On peut, par des protocoles d'extraction, d'utilisation de machines de haute résolution, on peut également identifier, quantifier les drogues et les médicaments psychotropes. Alors attention, c'est toujours pareil, tout est faisable. Il faut faire attention à l'interprétation. La salive, c'est un milieu particulier. Le cheveu était déjà un milieu particulier, mais la salive aussi. Pourquoi? Parce que la salive ne représente que l'exposition récente. Il n'y a absolument pas de corrélation entre la salive et la concentration sanguine. Ça, c'est tout simplement lié à des différences de cinétique. Et que finalement, je vous ai pris par exemple l'exemple du THC, on ne retrouve que la molécule mère dans la salive, on ne retrouve pas les métabolites. Alors, vous savez que nous, on est quand même toxicologues friands des métabolites parce que ça permet d'augmenter les fenêtres de détection. Et surtout, évidemment, il y a de la contamination passive qui est bien connue, notamment avec le THC. Fort de ces interprétations et de ces données, on travaille quand même à l'heure actuelle le développement d'un système, grâce au système MITRA, sur des prélèvements salivaires en consultation d'addictologie pour pouvoir identifier et éviter un prélèvement urinaire qui n'est pas toujours accepté par ces patients. Alors pour finir et pour essayer de répondre à cette question, oui, j'ai envie de dire, on dose tout, on dose vraiment beaucoup de choses, notamment tous les laboratoires réunis parce qu'on a chacun nos spécialités, mais on a beaucoup évolué, que ce soit sur les médicaments, sur les drogues fumées, les drogues injectées, les drogues sniffées, tout ce qui est classique, tout ce qui est substance de synthèse beaucoup plus récente, on dose vraiment beaucoup de choses. Je vais quand même vous montrer un exemple pour vous montrer un petit peu quelles sont les limites et comment il faut appréhender les résultats par rapport notamment aux techniques utilisées. L'exemple le plus simple, c'est le cannabis. Vous voulez savoir si vous avez un patient qui a consommé du cannabis, vous allez nous envoyer des urines. On va vous répondre dans la demi-heure que le dépistage est positif. Oui, pourquoi le dépistage est positif? Parce qu'il y a présence du métabolite inactif qui est le THC-COH dans les urines. Et c'est une réponse qui va très souvent suffire. Par contre, on ne vous répondra pas que le patient a pris du CBD. Par contre, on ne répondra pas si le patient a pris des cannabinoïdes de synthèse par un simple test de dépistage urinaire. Pourquoi? Vous avez le THC, c'est un métabolisme qui est assez compliqué. Vous avez le THC qui a une demi-vie qui est très courte, qui disparaît très vite des urines et du sang. Et vous avez toutes les formes de métabolisation qui sont ici en haut sur la diapositive, qui sont certes différentes, mais qui sont importantes à identifier tout au moins pour dater la consommation. À côté de ce THC, on a maintenant CBD. CBD, on a exactement les mêmes profils de métabolisation. Donc, on ne peut pas, sur des méthodes simples, identifier tous ces métabolites et vous me voyez venir. C'est évidemment encore la haute résolution qui a permis d'identifier, de séparer notamment CBD, ses formes métabolisées, THC, ses formes métabolisées, et qui ainsi, par des méthodes dédiées, spécialisées sur des screenings en cannabinoïdes, va nous permettre de répondre aux questions que vous nous posez, c'est-à-dire est-ce que le patient G est un consommateur de THC, est-ce que c'est un consommateur de THC et de CBD, est-ce que le traitement pédiatrique de l'enfant épileptique est correct sous CBD? Est-ce que le jeune enfant a bien ingéré la boulette la barre de drogue qui contenait du cannabis, du THC, à l'insu de ses parents? On va pouvoir également l'identifier tout simplement par des rapports et des ratios de métabolites qui sont très différents et qu'on ne peut voir que sur ce type de technique. Donc oui, on va répondre assez rapidement à toutes ces questions. Dernière question, vous avez un consommateur de cannabinoïdes synthétiques. Avec cette méthode spécialisée, on ne peut pas répondre à cette question.
On y répond quand même. On y répond quand même. Comment? De deux façons. Soit on a la chance, dans notre screening ciblé, d'avoir ce cannabinoïde de synthèse qui est présent, et c'est le cas pour une vingtaine ou une trentaine de cannabinoïdes. Donc, c'est déjà pas mal, et peut-être pas suffisant. C'est-à-dire que là, par exemple, on a assez facilement retrouvé un consommateur de JWH 250, non pas par la molécule mère, parce qu'il y a un métabolisme qui est tellement rapide sur des concentrations qui sont tellement faibles qu'on identifie ces consommations uniquement par la présence des métabolites. Donc là, on est sur du screening ciblé. On l'a trouvé parce que dans la bibliothèque, il y avait ces métabolites de JWH 250. Donc ça, on arrive assez rapidement, mais vous voyez très vite qu'on est quand même limité à ce qui se trouve dans la bibliothèque. Et évidemment, finalement, ce qui arrive, qui permet aujourd'hui de répondre positivement à la question que m'a posée Dominique Godobard, c'est oui, on va pouvoir et on peut tout faire. Pourquoi? Parce que actuellement, dans le domaine de la recherche, on pousse un petit peu plus loin notre technologie de haute résolution par ces représentations graphiques qui mettent en avant en fait, les similitudes entre les structures chimiques, entre les profils de masse des molécules qui se trouvent dans un mélange. Alors, très succinctement, quel est le principe? Imaginons un mélange de molécules ici connues, un patient qui a consommé du tramadol et de la cocaïne. Donc, s'il a consommé du tramadol et de la cocaïne, on va rechercher le tramadol, on va rechercher tous les métabolites de l'agent médicain, mais tous les métabolites du tramadol. De la même façon pour la cocaïne, on va rechercher la cocaïne et ses métabolites qui sont également nombreux. On va faire des comparaisons de spectres et on va associer ces spectres en fonction des similitudes structurales. Ce qui veut dire que, par exemple, dans un cas comme celui-là, on va bien évidemment associer le tramadol avec tous ces métabolites. En rouge ici, on va associer la cocaïne sous forme d'un réseau avec ces métabolites. Il n'y aura pas d'association entre le réseau tramadol et le réseau cocaïne, parce que ça n'a rien à voir au niveau structure chimique, même si c'est mélangé. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est sur des cas comme celui que je vais vous présenter là. On a eu un cas d'intoxication au cannabinoïde, un cannabinoïde de synthèse qui s'appelle MDMB4-N-pinaca. Alors, c'est des noms toujours très compliqués qui sont liés à une nomenclature chimique internationale voilà, qu'on finit par retenir quand même. On a fait une approche par réseau moléculaire chez ce patient et on obtient ça. Alors, on obtient ça, vous voyez, c'est assez troublant. Finalement, au début, on se dit, bon, on ne va pas y arriver. Mais si, on y arrive parce qu'on sait que plus on a des groupements de points entre eux, plus on a des chances de retrouver un médicament, une molécule et ses formes métabolisées. Puisque si ces molécules sont en réseau sur le schéma en haut, ça veut dire forcément qu'il y a présence d'une molécule qui a été prise avec ses métabolites. Donc, c'est un travail très besogneux qui prend parfois des jours. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la réponse rapide. 2 heures après, je vais vous rendre un résultat, mais on n'est pas du tout là-dedans. C'est un travail très besogneux où on étudie chaque groupe de molécules. Là, par exemple, on a étudié ce groupe-là, entre autres. Ce groupe-là, vous voyez, c'est un réseau. C'est un réseau de substances chimiques qui ont un lien. Si elles ont un lien, c'est qu'elles ont une forme de métabolisation qui est commune. Et là, on essaie d'identifier, grâce à des sites Internet sur lesquels on est en réseau dans tout le monde avec des gens qui travaillent sur les réseaux moléculaires pour identifier la formule chimique. C'est ce qui s'est passé pour ce cas-là. Donc, on a identifié cette molécule-là au niveau d'un e-liquide qui se retrouvait à proximité du patient. On a également identifié dans ce même réseau cette molécule. En fait, on en a identifié 10. Donc, c'était un e-liquide qui contenait quand même une dizaine de substances, ce qui est énorme. Et l'intérêt, et ce que je voudrais également vous dire par rapport à cet exemple, l'intérêt d'avoir eu ce liquide, c'est finalement, c'est beaucoup plus facile pour nous après d'aller chercher sur les prélèvements biologiques, non pas ces molécules-là, parce que vous avez bien compris que la cinétique étant tellement rapide, finalement, on n'identifie pas ces molécules-là dans les prélèvements biologiques, mais les formes de métabolisation qui ont des structures chimiques et des profils de spectre de masse tout à fait similaires à ces molécules chimiques. Par exemple, ce métabolite M8
qu'on a retrouvé justement chez ce patient, dans l'urine de ce patient. Et je pense qu'on n'aurait jamais retrouvé déjà, si on n'avait pas fait du réseau moléculaire, ça c'est évident parce que ça ne fait pas partie des bibliothèques classiques que l'on a. Et ce qui nous a fortement aidé et accéléré, même si on a mis plusieurs jours à le faire, c'est le fait d'avoir le liquide à côté. Donc voilà un petit peu le genre d'approche que l'on peut avoir aujourd'hui par rapport à ces nouvelles drogues de synthèse. Donc, en conclusion, je vais quand même répondre favorablement à la question, même si on a toujours, il faut rester humble, et on a toujours des lacunes et des pièges et encore des troubles qui ne nous permettent pas de doser absolument tout. Pourquoi on a fait une grosse avancée ces 10 dernières années? C'est vraiment l'apport de la haute résolution avec sa sensibilité, sa spécificité qui nous permet aujourd'hui de répondre à beaucoup de questions. C'est ce qui va nous permettre également d'évoluer vers le micro-échantillonnage, qui nous permet d'évoluer vers les matrices alternatives qui permet d'offrir plus de réponses, que ce soit dans un cadre de recherche ou un cadre clinique pour vos patients. Et puis, finalement, aujourd'hui, on identifie quand même beaucoup mieux tout ce qui est molécules exogènes, tout ce qui est notamment nouvelles drogues de synthèse avec ces approches de screening non ciblées, avec ces approches de réseau moléculaire. Tout ça, c'est vrai, mais finalement, et j'avais envie de terminer sur cette note-là parce qu'elle me semble particulièrement importante, et nous, c'est vraiment la chance qu'on a en travaillant sur le site de la Rivoisière par rapport aux différentes structures, c'est le fait que tout mérite, tout résultat, tout ce que je vous ai montré, bien sûr, nécessite une interprétation qui est faite par le biologiste toxicologue, mais grâce à la discussion et à l'aide et aux relations que l'on a avec nos cliniciens pour avancer et pour mieux comprendre en fait ce que vous avez envie de connaître et pour mieux comprendre en fait quel est le résultat que vous attendez, à quelle vitesse vous l'attendez et est-ce que tout vous intéresse dans un prélèvement. Voilà, je vous remercie.